Bonsoir à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver. Alors je vais essayer de me livrer, parce qu'on discute beaucoup avec Nicolas et Oussama de la meilleure façon d'animer ces séances, ces panels. Je vais essayer de faire à la fois le truc horizontal, donc j'ai le regard sur l'iPad, et puis je vais essayer de vous regarder. Alors on va essayer de le faire le moins informel possible. Très rapidement, je vais leur demander aux uns et aux autres de présenter, parce qu'il faut quand même redire d'où on parle, ce que sont les entités économiques dont ils ont la charge aujourd'hui. Quel chiffre d'affaires, où vous intervenez, où vous agissez, combien de salariés, enfin, qu'on ait quand même, en ce début de débat, une idée de la réalité physique des entreprises dont on parle. Donc j'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi Sophie Boissard, qui est directrice générale déléguée de la stratégie et du développement du groupe SNCF, Jean-Denis Guyot, qui est cofondateur et président de Capitaine Train, et Emmanuel Pitron, qui est secrétaire général de la RATP. Sophie, on commence par vous. Vous nous rappelez en quelques mots ce qu'est la SNCF et ce que sont les réalités économiques de cette entreprise? Oui, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Alors SNCF aujourd'hui, c'est un groupe de transport, de mobilité qui emploie 250 000 personnes. Je parle de SNCF avant une réforme qui a été votée en 2014 et qui va s'appliquer l'année prochaine. Donc 260 000 personnes. 80% du chiffre d'affaires, donc 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est fait en France, 20% est fait hors de France, et c'est une proportion qui va croissant. Et nous produisons à la fois des services de transport de voyageurs, de personnes, 12 milliards d'euros, c'est du mass transit, du transport de proximité, la moitié en train, la moitié par d'autres modes de l'urbain. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur de la très grande vitesse. Là, on est sur de l'intercité entre grandes métropoles urbaines. 10 milliards d'euros, c'est du transport et logistique de marchandises, tout type de services autour de la logistique de marchandises. Et puis, on a une dernière ligne d'activité autour de l'ingénierie, de la gestion de réseau ferroviaire que nous faisons pour le compte du propriétaire du réseau ferré français, qui est RFF. Alors, dernier élément, SNCF, toujours encore une fois dans son format actuel, on va fusionner avec le gestionnaire du réseau et donc on est en train de restructurer notre portefeuille d'activité. Donc je disais, c'est 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2 milliards d'euros d'investissement par an à 75% sur les activités strictement ferroviaires, juste pour donner une idée. Et c'est aujourd'hui une marge d'EBITDA qui est de 8%. Alors qu'en réalité, si on voulait avoir les moyens d'investir, en particulier sur les systèmes d'information, on y reviendra, pour justement prendre le pas de la révolution numérique, il faudrait qu'on soit capable d'augmenter cette marge de 2 points, donc de passer à 10%. Merci beaucoup. Jean-Daniel qui va croire que je lui en veux puisque j'ai malheureusement estropié son prénom ou transformé. Vous nous dites ce qu'est Capitaine Train en quelques mots? Bonsoir, donc Capitaine Train, c'est pas la même taille du tout que la SNCF, pas encore. C'est 30 personnes aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, on n'en parle pas encore, mais ça commence à être pas mal. Et concrètement, ce qu'on fait, donc, c'est distribuer des billets de train, des produits ferroviaires de manière générale, pour différentes compagnies en Europe. Donc aujourd'hui, on est en France, Allemagne, Italie, et un peu partout en Europe, puisque les compagnies ferroviaires vont un peu plus loin que juste leurs frontières d'origine. Notre objectif, c'est de faire la meilleure distribution possible, la meilleure expérience d'achat possible pour les produits ferroviaires de ces opérateurs qui commencent à sortir de leurs frontières, un marché qui commence à se libéraliser de manière importante et donc à se complexifier. Et nous, on est là pour apporter une simplicité d'achat pour les clients du train. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le groupe RATP aujourd'hui c'est 57 000 personnes. C'est un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros. C'est plusieurs métiers bien sûr d'exploitation de lignes de transport public urbain, RER, métro, tramway, bus, mais aussi quelques sujets plus spécifiques de transport à la demande ou de transport par câble par exemple. C'est de l'activité de maintenance, parce que bien évidemment pour arriver à, je dirais, exploiter quotidiennement
des lignes de transport public, il faut une activité de maintenance, donc une activité industrielle lourde pour maintenir l'ensemble de ces équipements à la fois fixes et mobiles. C'est une activité d'ingénierie, ingénierie donc de conception, de réalisation, de design de systèmes de transport. Et puis c'est une activité de gestion d'infrastructure spécifique. Nous avons au sein de la RATP une activité identifiée comptablement de gestion d'infrastructure. Donc aujourd'hui, la RATP a un petit peu moins de 20% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Île-de-France, donc 81% est réalisé en Île-de-France, avec 11 millions de voyageurs tous les jours sur l'ensemble de nos lignes. Et le reste de l'activité est donc réparti, je dirais, essentiellement à l'international. Quasiment 2/3 de cette activité hors Île-de-France est faite à l'international, à travers essentiellement notre filiale, RATP Développement, qui avoisine désormais 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui exporte notre capacité en matière d'exploitation et de maintenance. Donc nous sommes aujourd'hui, quand on regarde spécifiquement l'activité transport public urbain, 5e opérateur mondial dans cette activité. À vous écouter, on a des champions de devenir et puis déjà au fond de grosses entreprises, de champions européens, mondiaux du transport collectif. On y reviendra puisque ça a été au cœur de l'exposé de Nicolas Doussama. Alors, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Je vous demanderai des réponses peut-être assez courtes pour qu'on ait le temps d'échanger. On préfère pratiquer ainsi qu'à travers des exposés liminaires. On a eu 2 exposés très complets, à la fois sur la révolution digitale et puis ses conséquences. Est-ce que vous reconnaissez chacune, est-ce que vous reconnaissez au fond ce paysage, ce contexte, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez vos entreprises dans, au fond, ces 2 premiers exposés qu'on a eus ce soir sur le paysage des transports et ses mutations face justement à la révolution digitale? Qui veut commencer? Alors je répondrai à la fois franchement oui et franchement non. Alors, franchement oui, parce que effectivement la révolution digitale est en train, à commencer en réalité à questionner un grand nombre de nos métiers, je vais y revenir, à la fois en termes d'expérience client. En quelques années, on s'est mis à pouvoir communiquer avec les millions de clients qu'on transporte chaque jour. Emmanuel le disait, c'est 11 millions pour RATP sur l'Île-de-France. SNCF, c'est 10 millions de personnes transportées en France et de par le monde. 6 millions en France et 4 millions hors de France. Donc on peut maintenant communiquer avec l'ensemble de ces voyageurs immédiatement en instantané. Et ça, c'est juste un truc qui change complètement le dispositif. Ça a changé la manière de distribuer des titres de transport. On est en train de les dématérialiser. C'est en train de révolutionner notre organisation industrielle. Aujourd'hui, on commence à introduire, on est très en retard, des éléments de digital dans la manière de maintenir l'infrastructure, dans la manière d'aller voir à distance, d'intervenir à distance. C'est en train de modifier assez radicalement, et ça j'ai bien aimé ce que disait Oussama sur l'élément culturel, la manière même dont dans ces zones énormes organisations, on interagit entre les salariés. Aujourd'hui, dans nos 260 000 collaborateurs, on a plus de la moitié qui n'ont pas d'accès à Internet professionnel. Parce qu'on est encore dans des entreprises qui sont des entreprises certes de services, mais de production industrielle. Donc là, on est en train maintenant de passer évidemment au tout connecté, mais c'est une révolution très profonde, à la fois dans les manières de travailler, d'interagir et dans la méthode de faire. Donc oui, clairement, les barbares, je ne sais pas s'il faut appeler ça les barbares, mais la révolution digitale est en train de percuter, de réinterroger complètement la manière de produire de la mobilité, alors même qu'on est sur des organisations, et si je reprends notre cœur de métier ferroviaire, des organisations qui ont été extrêmement stables depuis près de 2 siècles. Entre le moment où on a inventé le transport ferroviaire au début du 19e siècle, du transport à mode lourd guidé sur des rails, et maintenant, il y a eu 2 révolutions, seulement 2. Il y a eu l'électrification, et puis il y a eu sur le transport de voyageurs en particulier, parce que c'est là que ça avait de la pertinence, la très grande vitesse, qui a consisté à embarquer le système de signalisation. C'est tout. 2 révolutions technologiques en 200 ans, c'est pas beaucoup. Et là, on est paf en train d'en vivre une 3e. Là où je réponds franchement non, c'est que j'ai absolument pas entendu parler là de mobilité physique. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, en dehors des expériences de Google Car qui vont devenir réalité, en quoi Google est une entreprise de transport.
Que Google se positionne sur les données de mobilité, zéro sujet. Que Capitaine Train soit extrêmement innovante en matière de distribution de titres de transport, zéro sujet. Mais distribuer un titre de transport, ce n'est pas produire un service de mobilité. C'est autre chose. Ça fait partie de la chaîne de valeur, mais ce n'est pas la production de mobilité elle-même. Là où moi, je suis vraiment très interrogative dans ce que j'ai entendu, et j'aimerais bien qu'Oussama revienne là sur le concept qui me laisse vraiment totalement perplexe, c'est le « attention à la dette infrastructurelle », la dernière planche, là, toujours pas compris. Je trouve qu'il y a une espèce de contradiction dans les termes qui sont posés entre dire « oui, on est tous entrés dans une ère de concentration urbaine. C'est vrai, 50% de la population mondiale vit aujourd'hui en ville et ça ne va pas cesser d'augmenter. C'est quoi le principal sujet dans ces aires de mobilité urbaine? C'est comment je déplace des masses. Parce que quoi qu'on en dise, et d'ailleurs ça a été dit aussi, la concentration des activités fait qu'effectivement les gens, même avec des moyens de connectique incroyablement développés, continuent à avoir besoin de se voir et de se rencontrer pour produire, pour échanger, pour vivre. Donc oui, les besoins de déplacement physique sont énormes. En quoi la révolution digitale qui est là change la manière de produire effectivement le service de transport? Ça, honnêtement, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Et je voudrais dire un dernier élément que je ne comprends pas non plus. Moi, je comprends cette planche-là, attention à la dette infrastructurelle, nous dire en gros, le digital, c'est super. C'est la fin des modes lourds, les transports publics où on est capable de transporter des millions de personnes, encore une fois 11 millions de personnes par jour RATP en Ile-de-France, 6 millions sur les réseaux SNCF, donc ça fait 17 millions de personnes transportées chaque jour, et essentiellement, pour dire les choses, mettons 15 millions de personnes dans l'aire urbaine francilienne, je pense qu'on doit être à peu près ça. Donc nous, on transporte aujourd'hui, avec nos vieux moyens dépassés technologiquement, tout ça, on transporte quand même 15 millions de personnes par jour. J'aimerais qu'on m'explique en quoi Blablacar ou le Vélib vont être capables de transporter sans se heurter aux problèmes de congestion urbaine et avec un modèle économique profitable par ailleurs, autant de personnes. Ça, je pense que ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe dans les zones asiatiques, les mégalopoles qui sont en train de se développer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles font toutes? Elles s'équipent bêtement de moyens lourds de transport qui ressemblent furieusement à ceux qu'on a développé dans nos métropoles occidentales depuis en réalité la première révolution industrielle et ensuite qu'on a cessé de perfectionner. Donc moi je pense qu'une chose, c'est que l'ère du transport public, du mode lourd, capable de transporter encore une fois des milliers de personnes en quelques minutes avec une faible emprise spatiale, cette ère-là, elle est juste devant nous. La question qu'on a à se poser, c'est en quoi les technologies digitales, interrogent la manière de produire ce service et permettent de le produire de manière plus efficace, plus agréable pour ceux qui l'utilisent et moins coûteuse. Ça, c'est un sujet évident. Et la deuxième question qu'on a à se poser, c'est en quoi l'arrivée des barbares, ou des nouveaux acteurs qui sont effectivement incroyablement innovants et qui nous challenge de tous côtés, en quoi ça conduit à devoir reconstruire des modèles économiques. Et puis j'en terminerai là-dessus, j'aurai peut-être toutes mes questions, pour y réagir. Moi, le modèle économique, je pense que dans l'exposé qu'on a entendu, il ne distingue absolument pas deux cas de figure qui n'ont rien à voir. Actuellement, il y a deux types de services de transport. Il y a ceux qui sont des services de transport du marché, qui se financent complètement par les revenus, par le prix, le CAC, celui qui les utilise. Ceux-là, ça a été dit pour Uber, ça a été dit pour effectivement Blablacar, pour le transport intercité. Ceux-là, effectivement, les nouveaux acteurs peuvent arriver en changeant radicalement la manière d'intermédier entre les clients et l'offreur de services et la manière de produire. Mais il y a un deuxième service dont j'ai absolument pas entendu parler et qui n'est pas du tout le même modèle économique, c'est précisément le transport public de masse. Et celui-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est financé? Il est financé par vous et nous, par vos impôts. Et quels sont les coûts de ces services qui sont financés par vos impôts? Je parle uniquement des OPEX, d'accord? Uniquement des dépenses d'exploitation, c'est 70% en Ile-de-France. D'accord? 70% là, de ce qui permet aujourd'hui de produire du métro, du bus et du train en Ile-de-France, c'est payé par nos impôts de contribuables régionaux et nos impôts de contribuables nationaux. Bon. 30%, c'est par le ticket que vous acquittez. Et puis là, je n'ai pas parlé de l'investissement dans les infrastructures qui permettent justement de produire ça. Donc moi, j'ai une question qui est dans ce qu'on nous décrit là.
quel est le modèle économique futur? S'il s'agit d'avoir des barbares qui jouent les coucous, c'est-à-dire qui se logent dans la chaîne de valeur, juste là où, clac, je peux capter un peu de valeur, typiquement dans la valorisation des données, d'accord? Eh bien, ça peut être très intéressant pour l'opérateur en question. Donc là, on est dans une discussion d'investisseurs éventuels. Mais je ne vois pas comment ça me permet de produire du service physique, ce qui est quand même juste que les gens attendent, ce que vous et nous attendons. Comment ça nous permet de le produire effectivement dans des conditions économiques soutenables. Et puis, dernier sujet, j'ai adoré le fait de dire que ce qui est super avec les barbares, c'est qu'ils sont capables d'investir à très très long terme et à se projeter à 200 ans. Ok, c'est super. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres personnes qui sont encore capables de se projeter à plusieurs décennies. Et d'ailleurs, c'est une vraie discussion. Mais c'est précisément des opérateurs publics comme Réseau Ferré de France qui, aujourd'hui, quand il investit dans une ligne, ou la Société du Grand Paris d'ailleurs, hein, aujourd'hui dit, ou RATP en son temps, quand on a construit le métropolitain, dit, moi, je me projette à 50, 60, 100 ans. Alors, est-ce que l'ère qui est devant nous suppose de se dire, effectivement, on n'a plus besoin de cette organisation publique des transports dans les grandes métropoles? Peut-être, hein, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est ça la question qui mérite d'être posée si on veut réfléchir sur l'évolution de la politique publique de transport dans des zones urbaines hyper denses, qui est juste notre sujet à tous pour le siècle qui vient. Sophie, merci. Donc, confrontation ou complémentarité, si je comprends bien, avec des éléments de dichotomie à revoir. Peut-être 2 ou 3 questions complémentaires. On entrera aussi dans le vif du sujet. Un de nos éditeurs nous dit, mais comment expliquer que les usagers préfèrent, par exemple, l'expérience Captain Train aujourd'hui en matière d'achat des billets que voyagesncf.com? Est-ce qu'il y a des facteurs d'explication? Est-ce que vous travaillez à cela? Est-ce que ça vous interroge? Moi, j'aimerais bien avoir des données précises qui montrent qu'effectivement, les gens préfèrent VSC, Capitaine Train VSC. Parce que quand je regarde le trafic sur VSC, et pas seulement pour acheter des billets de train SNCF, hein, quand je regarde tout service, enfin, j'ai pas entendu en fait le nombre de personnes qui sont servies par Capitaine Train. C'est parce que c'est des données confidentielles. Mais j'ai pas le sentiment aujourd'hui que VSC, qui est quand même le premier site marchand en français, ne soit pas ergonomique et ne soit pas plébiscité par ses utilisateurs. C'est vrai aussi qu'avec des offres de type Capitaine Train, on a été conduit à repenser complètement notre ergonomie, qu'en quelques années, on a migré complètement sur smartphone et qu'on a une appli qui marche très bien. Donc ça, c'est sûr que la concurrence a été extrêmement bénéfique. Mais j'aimerais bien savoir, on pourrait juste comparer en termes d'utilisation chaque jour. Donc nous, on a 400 000 utilisateurs, ce qui effectivement ne paraît pas énorme si on prend l'Europe, puisque c'est notre 400 000 utilisateurs. Oui. Par jour, par mois? De manière générale, on a 400 000 comptes, donc 400 000 personnes qui ont utilisé à un moment ou un autre Capitaine Train. Et qui reviennent, hein, puisqu'en fait, nous, on a très peu de ce qu'on appelle de churn, donc en fait, les gens reviennent systématiquement. Et donc, effectivement, ce qui peut paraître très faible par rapport à l'Europe, puisque c'est notre terrain de jeu économique, on va dire, mais ce qui est sympa quand on pense que le service a 2 ans et que, alors là je suis désolé Sophie, je vais faire une petite pique, mais là pour le coup c'est difficile de comparer un service qui pendant 15 ans a eu un monopole illégal et un service qui a 2 ans d'existence. C'est sûr que là on a du mal, mais moi je sais pas. Il marque un point quand même sur cet argument. Moi je peux pas dire. En fait, je me fiche un peu de savoir si VSC est meilleur que nous ou pas. Pour nous, le sujet n'est pas vraiment là. On ne se situe pas que pour la SNCF. Notre métier, c'est de mettre en avant justement les opérateurs dans un marché qui va et qui est déjà dans certains pays. Par exemple, on peut prendre l'Italie en exemple, complètement libéralisé, et on a 2 gros opérateurs. C'est comme un peu si vous aviez de la concurrence sur un Paris-Lille, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux. La SNCF connaît bien ce sujet puisqu'elle est actionnaire dans le 2e opérateur à hauteur de 20%, qui s'appelle NTV et qui a des trains qui s'appellent Italo. Et donc nous on est là pour simplifier ça. Donc on a simplifié, en fait, il y a un deuxième élément important, c'est que nous on n'a pas pris... On n'a pas du tout ni la même culture, ni la même approche que notre principal concurrent en France, puisque VSC a été fait dans une logique de distribution sur Internet à un moment où
pas tout le monde ne croyait à ça à la SNCF, donc c'était un pari, c'était un bon pari, et a dû trouver des sources de financement. Et ces sources de financement, c'est le voyage, qui est donc une partie complémentaire de chez VSC, et la publicité. Et nous, on a fait un choix qui est strictement l'opposé, de dire, nous on agit comme une agence de voyage au final, et on apporte une valeur qui est toute la chaîne de valeur de distribution. Donc à la fois la vente, mais aussi donc la vente qui va être la recherche, la réservation, l'achat, donc toutes ces étapes, et la pré-vente derrière, donc tous les remboursements, les échanges, tous les petits problèmes que vous pouvez avoir en train, avec des gens au service client qui sont des experts du train en Europe et qui sont capables d'accompagner n'importe quel client, qu'il soit français, allemand, australien ou peu importe. Donc nous, on a cette approche de dire que le train est une commodité, qu'il est devenu de plus en plus une commodité, comme tous les moyens de transport, un peu comme l'avion est devenu une commodité aux États-Unis beaucoup plus qu'ici. Chez nous, le train, c'est une commodité. Je n'ai pas expliqué à mes clients ce qu'est un train, à part à mes clients étrangers d'Australie ou des États-Unis, mais j'ai pas vraiment expliqué à un Français ce qu'est un train. On sait qu'a priori, on arrive à une gare, puis il y a un train, il y a un contrôleur à un moment, puis on arrive à une autre gare. Et tout ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc je ne suis pas dans une démarche de vendre un produit, de vendre vraiment, vous allez voir, le train, c'est génial, vous pouvez vous balader dedans, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller avant de passer un portique. Tous les avantages du train, je n'ai pas à vous les donner. Et par contre, ce que je dois faire, c'est vous donner, ce qu'on fait, c'est vous donner la possibilité d'accéder au produit le plus rapidement possible nous, notre démarche, c'est que vous arriviez à avoir votre billet de train en 30 secondes, parce que c'est une commodité, parce que c'est la même chose que si vous alliez dans une boulangerie acheter une baguette de pain. S'il y a une queue de 300 mètres devant la boulangerie, bon, du pain, c'est du pain, quoi. Donc la boulangère ne va pas passer devant avec une petite pub et puis vous dire, regardez, ma baguette, elle est comme ça. Non, enfin, le pain, vous savez ce que c'est, vous le voulez en 2 minutes, vous voulez toute l'expérience qui va avec, l'odeur, la gentillesse de la personne qui est en face, tout ça, vous le voulez, mais vous ne voulez pas subir qu'on vous explique que c'est une baguette de pain. Donc c'est exactement ça notre démarche. Et nous, on fait cette démarche-là pour tous les opérateurs qu'on distribue, pour permettre les voyages, peu importe en fait les opérateurs qui opèrent sur les différents pays. Nous, on est là pour donner la meilleure offre. C'est pour ça qu'on a un peu plus d'offres en fait que les distributeurs d'opérateurs eux-mêmes. Enfin, on en a même beaucoup plus. C'est qu'on est capable de combiner, par exemple, si vous allez à Rome, on va être capable de combiner un SNCF puis un Trenitalia. Si vous faites Marseille-Rome, on va être capable, par exemple, de vous proposer un Tello, qui est une nouvelle compagnie concurrente de la SNCF internationale, avec un Italo, par exemple. Donc nous, on est juste là pour afficher le maximum d'offres, vous le donner le plus vite possible, et vous donner le meilleur service client après, mais c'est tout. Donc on n'est pas vraiment en concurrence avec la SNCF, c'est même l'opposé, on est plutôt complètement partenaire. Après, sur Voyage SNCF, là, effectivement, c'est un concurrent. Alors, Emmanuel se prépare à répondre à la question. J'en pose quand même une dernière à Sophie, essayant de remplir mon devoir vis-à-vis de ceux qui en posent. Et par ailleurs, il faudrait qu'Oussama se prépare à répondre quand même aux questions que lui a posées Sophie. Je ne le vois plus dans la pièce. Il est nécessairement quelque part, sinon Nicolas, je suis sûr que tu vas le retrouver. Vu l'endettement de la SNCF, nous est-il dit, comment répondre à la politique disruptive, low cost, des nouveaux barbares, sachant que Sophie, vous avez souligné tout à l'heure dans votre propos introductif qu'en gros, vous seriez heureuse de pouvoir investir l'équivalent de 2 points de marge d'EBITDA de plus chaque année, et si possible dans le secteur du numérique. Ça représente combien ces 2 points d'ailleurs ? En fait, ce qu'on est aujourd'hui, on fait un EBITDA de 3 milliards d'euros. À horizon 5 ans, on veut être capable de porter cet EBITDA à 4 milliards, et compte tenu de la dérive naturelle, entre guillemets, de nos coûts de production, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher 2 milliards supplémentaires. Donc 2 milliards supplémentaires, c'est à la fois en travaillant sur notre efficacité industrielle, donc nos coûts de production du service, nos fonctions support, et puis en allant chercher effectivement capacité à faire tourner davantage nos trains, à générer des services additionnels, donc plus de chiffre d'affaires. Donc c'est en gros l'enjeu, ce qu'on recherche à 5 ans, c'est une efficacité, c'est des revenus supplémentaires de l'ordre de, enfin une marge supplémentaire de l'ordre de 2 milliards, à la fois par des revenus et par des moindres coûts. Alors oui, c'est la question de l'endettement en fait, oui, que posait Laurent. Oui.
SNCF aujourd'hui, l'opérateur de mobilité n'est pas endetté en tant que tel. Hein. Il a un peu moins de 7 milliards d'euros de dette, ce qui est parfaitement conforme aux standards du marché pour cette activité, et on est en train on se désendette année après année. La vraie question qu'on a, nous, c'est comment on finance l'infrastructure pour le transport public, et en particulier pour le transport public ferroviaire en France. Et c'est là notre sujet, et c'est un sujet collectif, encore une fois, auquel les éléments qui ont été en donnés là ne permettent pas en tant que tel de répondre. Aujourd'hui, le réseau dont on dispose en France, il porte 35 milliards d'euros de dette. Mécaniquement, compte tenu des investissements en cours, à la fois effectivement sur des lignes grande vitesse, et ça a été dit par Oussama à juste titre, c'est sans doute pas le plus intelligent à faire, en tout cas en France, pays mature et compte tenu de sa géographie, mais compte tenu surtout des gigantesques besoins de remise en état d'un réseau qui a été développé il y a 40 ans, parce qu'en fait, on fonctionne, nous, on a la chance de travailler avec un outil de transport public qui a été génialement pensé au début du 19e siècle. Je maintiens, hein, les premiers trains, en réalité, c'est les Saint-Simoniens qui ont poussé les premiers trains, donc c'est bien Balzac et pas Zola. Ça a commencé en réalité sous la monarchie de Juillet, avant de se développer sous le Second Empire. Bon. Bref, d'abord dans les mines avant de faire effectivement du transport de voyageurs. Donc c'est vraiment tout le 19e siècle qui est porté par cette révolution-là. Je rappelle que Sophie est également historienne à 16 heures perdues. Voilà, je l'ai été en tout cas. Bref, mais donc on a la chance d'avoir un réseau qui est un actif collectif, d'accord. Ce réseau a été développé et redéveloppé, et en dernier lieu au moment des 30 Glorieuses dans les années 60-70, et on vit encore dessus. Simplement, juste il faut l'entretenir et le régénérer. Ça, aujourd'hui, ça coûte 3 milliards d'euros par an à RFF, et il faudrait porter notre effort à 5 pour être capable de complètement remettre en état le réseau dans les zones denses, c'est-à-dire en Île-de-France, ou entre Marseille et Nice, ou dans le nœud lyonnais, hein, sur les grandes plaques qui sont effectivement là où progressivement l'activité et les populations se concentrent. Donc la vraie question qui se pose à nous, c'est comment je finance cette remise à niveau, ce maintien des infrastructures. C'est pas comment je finance des lignes grande vitesse sur lesquelles il n'y a pas grand monde qui circule, c'est comment je finance ces circulations tous les jours dans les zones denses. Parce que si vous les faites par la route, même avec une Google Car, je peux vous dire que c'est juste, ça ne fait pas la maille. Hein. Avec la même emprise au sol, vous transportez 2000 personnes dans un RER plein. Avec une voiture, vous allez transporter dans la même laps de temps quelques dizaines de personnes. On n'a juste pas l'espace pour ça. Donc on a besoin de ces réseaux. Donc il faut se donner les moyens de les financer. Et ça, aujourd'hui, la question que je nous pose, est-ce que vous êtes prêts à payer 2 à 3 fois plus cher votre abonnement de transport, quel qu'il soit? Les Londoniens, on ne leur a pas donné le choix, c'est déjà ce qu'ils font. Les Berlinois, c'est 2 fois plus cher qu'à Paris. Nous, jusqu'à présent, on a plutôt fait le choix inverse, hein, d'avoir des contributions extrêmement faibles et de plus en plus faibles par rapport à l'offre. Donc, c'est les contribuables qui payent. Et je ne vois pas, dans ce qui a été abordé, en tout cas à ce stade ce soir, quelle est la solution sur cette problématique du modèle économique qu'apportent en fait les acteurs de la nouvelle économie. Ça peut certainement permettre de baisser les coûts, zéro sujet, mais ça ne baissera pas substantiellement les coûts de construction et de maintenance de l'infrastructure. Ça, c'est pas vrai. Donc si on gagne 10%, 20%, c'est génial, mais pour autant, à supposer que ce soit atteignable, mais ça, malgré tout, ça ne fait pas mon modèle économique de long terme. C'est ça, en fait, le sujet, quand je dis être capable d'investir sur l'infrastructure. Emmanuel, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui sont tombées sur laisserez-vous enfin des barbares bouleverser la vie dans le train, on pourrait dire dans le métro, hein, proposer enfin des moments de vie j'imagine, professionnel moderne. Il y en a un autre qui concerne, au fond, les chantiers de la SNCF et de la RATP en matière d'amélioration du service client. On a parlé également, Sophie, vous y avez fait allusion aux salariés de la SNCF et au fond, à la digitalisation de leur activité. Donc, il faudra qu'on consacre un peu de temps, après la réponse d'Emmanuel, à ces questions. Emmanuel. Non, mais je vais peut-être déjà, à travers ce que je vais vous dire maintenant, essayer de répondre à certaines de ces questions. Moi ce que je pense... c'est plusieurs choses. D'abord, je crois qu'on a aujourd'hui un immense besoin de mobilité qui est une expression de liberté individuelle qu'il faut prendre en compte à travers le monde
Et effectivement, l'urbanisation dont Sophie parlait tout à l'heure, il faut factuellement, je dirais, prendre cette donnée réelle d'entrée et la gérer. Et pour les transporteurs publics à travers le monde, que ce soit en Europe ou tous nos concurrents à travers le monde, quel que soit leur mode de fonctionnement, qu'ils soient totalement ouverts à la concurrence ou pas, cette donnée-là, cette question de la congestion des villes, c'est un sujet majeur. J'étais en Chine, à Chengdu, la semaine dernière, et je peux vous dire que dans une ville qui n'est quand même pas la première chinoise, mais qui fait déjà 14 millions d'habitants, leur sujet, c'est effectivement de savoir comment ils vont passer des 60 km de métro qu'ils ont aujourd'hui, dans 5 ans, à 300 km, pour gérer tout simplement le flux croissant de gens qui se déplacent tous les jours et qu'il faut traiter. Et ils ont, grâce sans doute à une politique monétaire assez laxiste, la possibilité de financer et d'être un peu moins contraint qu'on ne l'est, je ne sais pas jusqu'à quand, mais voilà à mon avis un exemple tout à fait concret et quelques chiffres qui vous donnent la réalité concrète de l'urbanisation à laquelle on est confronté et qui nécessite d'avoir des solutions de transport. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que des opérateurs comme la RATP ou la SNCF d'ailleurs, je pense qu'en termes technologiques, la question du numérique n'est pas une question nouvelle. Quand on est confronté justement à des questions de congestion, et ça a été dit sur la question de la ligne 13, on essaie de pleinement prendre en compte la dimension technologique, l'innovation technologique en matière numérique, et notamment par rapport aux questions de signalisation, pour augmenter la capacité. Donc on n'a pas non plus attendu un certain nombre d'autres acteurs pour se mobiliser technologiquement sur le numérique. J'insiste sur cet aspect parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, que ce soit dans le domaine du TGV ou dans le domaine du métro, nous sommes considérés encore, je ne sais pas jusqu'à quand, par rapport à nos grands concurrents asiatiques par exemple, mais nous sommes encore considérés comme étant à la pointe technologique de ces sujets de système numérique. C'est-à-dire comment faire passer plus de trains dans un tunnel, et donc comment augmenter la capacité, comment réduire l'intervalle de temps, et donc comment offrir à la fois plus de capacité, mais aussi plus de confort. Emmanuel, je vous interromps. Ouais. On voyait d'ailleurs, j'ai pensé à vous tout à l'heure dans la planche que passait Oussama sur le châssis de la Tesla. Oui. Je crois que c'est dans ces diapositives-là. On disait au fond, voilà, on va très vite, on est disruptif. J'avais envie de dire que vous avez fait disparaître les conducteurs avant même Google, puisque sur au moins 2 lignes... Absolument. D'ailleurs, Valeo est intéressé par notre expérience. Ça va continuer. Que, voilà. Il y a une deuxième ligne qui a été décidée. Après la ligne 1, c'est la ligne 4 qui va être automatisée. Donc ce sont des choix stratégiques que l'on fait, mais là encore, avec des raisonnements d'investissement. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas simplement de se dire j'automatise pour automatiser. On essaye d'optimiser nos investissements, et il se trouve que les matériels roulants coûtent très cher, et qu'au moment où on renouvelle du matériel roulant, on se dit est-ce que le gap supplémentaire en termes de numérisation, de services sur une ligne de métro, est-ce que ça ne vaut pas le coup en termes de services et de capacité à offrir? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de consentir cet investissement supplémentaire pour en profiter, pour offrir une expérience justement de transport public encore plus moderne? Bon, et bien cette capacité-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui dans le monde, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de le faire. Donc ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que sur la dimension purement de maîtrise numérique, je ne crois pas qu'on ait totalement de leçons à recevoir. Je pense qu'on peut être humble par rapport aux évolutions des concurrents à travers le monde, mais je pense qu'on a encore des choses à faire valoir. Ça, c'est mon premier point. Emmanuel, j'aime pas ça, mais je vous interromps parce qu'au fond, je rebondis sur une question, j'en profite. J'entends ce que vous dites sur le numérique. En attendant, quand j'arrive gare de l'Est, je ne peux pas passer le portique avec mon iPhone. Alors. Et la question nous est posée, c'est pour ça que je profitais de cette incise, hein, quand la SNCF digitalisera-t-elle la carte d'abonnement, fréquence, le billet sur iPhone, mais une carte en carton à trimballer. Donc est-ce qu'au fond, sur ces éléments d'expérience utilisateur, il n'y a pas quand même un retard, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un coup de rein à donner, des côtés d'ailleurs, hein? C'est mon deuxième point. C'est que je pense que très clairement, les nouvelles sociétés du domaine du numérique nous obligent clairement et nous forcent à passer d'un modèle où forcément les grandes entreprises de transport étaient des entreprises d'offres, elles doivent passer à des entreprises de demande. C'est-à-dire qu'il faut continuer à gérer des flux très importants, des populations qui se déplacent de manière massive, et en même temps, il faut arriver à apporter un service personnalisé. Et je pense que c'est ça que l'ensemble de l'écosystème numérique nous oblige à faire, et nous oblige à, je dirais, internaliser dans nos modes de management, nous oblige aussi à apporter en termes de services. Je vais prendre quelques exemples.
Aujourd'hui, quand effectivement on est capable d'apporter une information personnalisée, que ce soit avec des applications, que ce soit avec des SMS personnalisés, que ce soit même avec Twitter, qui consiste à avoir l'information en temps réel pour chacun de manière beaucoup plus personnalisée. Ce sont des changements phénoménaux par rapport à ce que l'on avait l'habitude de connaître en termes de management interne. On était dans la production de systèmes, dans la production d'une offre de transport. Là, on essaye de s'adapter et de prendre en compte la problématique personnelle, individuelle de chacun dans son expérience de transport et de lui répondre tout en gérant la gestion de masse. Et je pense que le sujet de la billettique qui est évoqué à travers ces questions-là est une question essentielle. Elle est une question essentielle qui m'amène à une réflexion qu'il ne faut pas totalement perdre de vue. On n'a pas, je citais nos 11 millions de voyageurs sur nos transports, on n'a pas aujourd'hui 11 millions de personnes, non seulement qui sont totalement connectées, on a quand même un sujet d'égalité de nos citoyens à prendre en compte dans le transport collectif, ça fait partie de nos missions de service public. Et au-delà de ça, on a, et les études le montrent, et il y a même des élus qui relayent ces positions-là, un certain nombre d'élus qui vous disent très clairement que dans 15 ans, il y aura encore des tickets magnétiques parce qu'il y a un refus pour des libertés publiques de le faire ou pas. Personnellement, je pense que ce n'est pas le sujet et je pense qu'on rate clairement une étape sur la numérisation, sur le NFC, sur un certain nombre de choses, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite sur ces questions. Mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté d'un certain nombre de réflexions de société qui sont ceux de nos voyageurs, qui empruntent aussi nos transports et qui ne partagent peut-être pas non plus totalement l'idéologie qui est transportée par un certain nombre d'acteurs du numérique. Et je pense qu'il y a aussi des débats de ce type qui sont des débats de société tout à fait lourds, sur lesquels nous, transporteurs, nous devons essayer à la fois d'être au maximum de la modernité et de répondre à tout le monde en même temps. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense qu'en tout cas, ça nous oblige. Et là où je pense que ça oblige à faire un vrai progrès, c'est sur l'intermodalité. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, ça oblige l'ensemble des transporteurs à répondre de manière beaucoup plus personnelle et à offrir une liberté de choix qui soit une vraie liberté de choix de mobilité. Mais encore une fois, il y a des impondérables physiques et financiers qu'il faut prendre en compte. Avant de redonner la parole à Capitaine Train, la digitalisation des titres de transport, des cartes d'abonnement, enfin, l'expérience utilisateur, c'est au cœur de vos préoccupations? Oui, ça fait partie vraiment des 3 axes stratégiques qu'on s'est donnés pour les 5 prochaines années. Être capable de personnaliser complètement notre offre. La première des choses, c'est effectivement de complètement digitaliser les titres de transport. On était très en retard, ça, il n'y a pas photo. On est en train progressivement de passer vers une dématérialisation complète pour ceux des voyageurs qui le souhaitent. C'est ce que dit Emmanuel, ça n'est pas une obligation. La deuxième priorité, c'est l'information en avance, l'information temps réel. Et là, on va sortir d'ici la fin de cette année une application unifiée qui permettra d'avoir toute l'information temps réel sur la totalité de nos trains et de notre offre de service. Et puis, ça, il était temps qu'on le fasse, hein, encore une fois, on était très en retard. Et puis le troisième axe pour nous, c'est le dernier kilomètre. Clairement, ce que permet la révolution absolue que permettent les outils digitaux, c'est d'être capable de pousser à chaque voyageur des offres de services complémentaires. Alors ça va être effectivement du VTC, ça va être du covoiturage, en particulier pour des navetteurs sur des trajets d'habitude, ça peut être service d'accompagnement des enfants ou on peut pousser énormément de services pour aider en fait la connexion entre les différents modes. Et je voudrais dire d'ailleurs que c'est peut-être ça qui est le plus bouleversant pour des opérateurs de réseau, parce que nous sommes fondamentalement des opérateurs de réseau que nous sommes, c'est qu'on a été élevés à raisonner dans un monde fermé. Monde fermé avec des intrusions, des machins, mais enfin un monde fermé. D'ailleurs, on a tous joué au petit train quand on était petits, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Ce qui est marrant dans un circuit, c'est qu'il est fermé. Une fois que vous avez mis vos éléments dans vos trains dans le circuit, ça tourne, ça peut se percuter, etc. Si vous êtes mal débrouillé, mais il est fermé. Ce qui est absolument perturbant, c'est qu'on a, comme si on avait plongé, comme si on était un aquarium qui était plongé brusquement dans un aquarium beaucoup plus grand, c'est que brusquement ce réseau se met à fonctionner, à interagir, sans que l'organisateur du réseau ait totalement le contrôle, avec toute une série d'offres complémentaires, concurrentes. Et c'est ça, en réalité, c'est cet univers ouvert
qu'il faut arriver à digérer pour des entreprises comme les nôtres qui par ailleurs produisent de la mobilité avec des moyens industriels. Et c'est ça en fait le challenge qui est devant nous et c'est autour de ça qu'on essaie de se repenser complètement. Je passe la parole tout de suite à Jean-Daniel. Beaucoup de questions. Une que j'avais envie de poser, en fait, j'ai pas été assez impertinent, Emmanuel. Alors, c'est formidable de pouvoir avoir des apps quand on est plusieurs mètres sous terre. Hein. Ça m'arrive. Comment on se connecte, hein. Est-ce que je vous laisserai répondre, mais comment est-ce qu'on se connecte quand il n'y a ni 3G ni 4G? Une pour Capitaine Train que j'avais envie de vous poser également. 400 000 utilisateurs, c'est des données, c'est des préférences. C'est quoi les projets de Capitaine Train pour le futur? Une question qui me brûle les lèvres, mais qui a été aussi posée par quelqu'un dans la salle. Et puis, si vous avez des questions physiques, c'est le moment, une fois que Jean-Daniel aura pu s'exprimer, j'aimerais bien vous entendre. Je vois Oussama descendre, qui ne coupera pas au fait de venir répondre à Sophie. Alors, je vais répondre à notre stratégie et je vais aussi essayer de répondre rapidement, apporter un autre point de vue à la RATP SNCF sur les questions soulevées. Je vais essayer d'être hyper rapide. Donc nous, en fait, nous, on a toujours affiché notre stratégie. Elle est très très simple, hein, et hyper simple. C'est de fournir un outil de référence en Europe pour acheter des billets de train. Voilà, pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Donc, et après, derrière ce truc très simple... pardon ? Pas de nouveaux services en vue. Non. Derrière ce truc très simple, et en fait, c'est en fait extrêmement compliqué, puisque derrière, il faut aller se connecter à des opérateurs, il faut connaître leur offre, respecter leur offre, respecter les clients, connaître la culture du train qui est extrêmement différente dans chaque pays. Bref, tout ça, c'est très très compliqué, mais nous, on met derrière quelque chose d'assez simple finalement. Je veux juste répondre à deux petites choses qui ont été soulevées par Emmanuel déjà sur la partie... donc c'est typique de ce que je vois moi très régulièrement dans les transporteurs qui vont parler, donc des opérateurs de transport, c'est de dire nous on est à la pointe du numérique, on est à la pointe de la technologie, et c'est vrai. Et en fait le problème c'est que nous on ne le perçoit pas comme ça, parce que nous on a cette... en fait un opérateur de transport va souvent réagir en tant que transporteur. Et donc c'est de l'ingénierie, et c'est comment amener une personne d'un point A à un point B, et comment le faire en sécurité, et comment le faire vite, et dans toutes les conditions de service possibles, etc. Et en fait, comme la partie distribution a souvent été soit pas là parce qu'il n'y avait pas Internet, ou soit pas là parce que des acteurs le prenaient pour eux, du coup, ces questions de distribution, typiquement comment arriver avec un smartphone devant une borne, comment faire quand plusieurs acteurs de la distribution vont distribuer des billets RATP, par exemple, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Comment faire quand plusieurs acteurs de la distribution vont distribuer des billets SNCF? C'est typiquement des questions qu'on se pose aujourd'hui, et du coup qui n'étaient pas posées avant avec VSC, avec voyagersncf.com, avec la SNCF elle-même. Et du coup, tant qu'en fait, c'est pour ça que c'est plutôt bien qu'il y ait des distributeurs qui arrivent dans ce milieu, parce que justement, on peut poser ces questions, et on peut avoir ce point de vue. Moi, acheteur, j'ai une expérience avant l'achat, déjà, j'ai une expérience après pendant mon trajet, mais en fait, le distributeur va pouvoir répondre à cette expérience qui n'est pas le transport, mais qui est tout ce qui est autour. Et donc c'est pour ça que nous on essaye justement de parler justement avec les transporteurs pour leur faire comprendre que oui, du Wi-Fi dans le train, c'est ce qui est demandé. C'est vraiment ce qui est demandé. Nous, nos clients nous le disent. Alors oui, l'opérateur va dire mais non, mais moi ce que je veux c'est surtout qu'il arrive au point B en toute sécurité. Oui, d'accord, mais c'est vraiment ce qui est demandé. Ensuite, l'autre point... Est-ce qu'ils sont prêts, pour reprendre la question de Sophie, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour avoir du Wi-Fi dans le train? Je pense, oui. Je pense que oui. Alors, moi, personnellement, c'est mon point de vue. C'est pas partagé par les transporteurs généralement, mais moi, je pense sincèrement que oui. Non. Alors justement, les tests qui ont été faits, typiquement, donc il y a eu ce test sur la ligne Est que moi j'ai fait du coup pour tester parce que c'est un peu mon métier. Et donc j'ai pris cette ligne Est où il est censé y avoir un Wi-Fi dans le train. Le seul problème, c'est que moi je m'attends à, en tant que l'expérience utilisateur, typiquement c'est ça, l'expérience client. Moi je m'attends à me poser dans le train. Parce que en plus c'est bon, évidemment un moyen de transport que j'aime, ouvrir mon ordinateur et pouvoir me connecter au Wi-Fi. Ah non, c'est pas possible. Et il faut déjà trouver le Wi-Fi, il faut que ça se connecte. Après, en fait, je comprends pas. Je demande à quelqu'un, en fait, il faut aller acheter un truc au bar. Ah, d'accord. Donc il faut aller acheter un truc au bar. Non, c'est pas possible. Donc juste,
L'expérience d'achat, elle est typiquement pensée en termes d'ingénierie. Oui, c'est possible de se connecter à un Wi-Fi dans un train, mais l'expérience d'achat et d'utilisation, elle n'est pas bonne. Et toute cette facilité, donner l'accès facile aux produits, c'est la base, évidemment, du succès de ce genre de choses. Et c'est pour ça que sur Thalys, typiquement, Thalys a annoncé un plan de renforcement de son Wi-Fi qui commence à mal fonctionner parce qu'il y a trop de gens qui s'y connectent. Et pourquoi il marche? Tout simplement parce qu'on prend son ticket de train, on rentre son code et puis on a le Wi-Fi dans le Thalys. Ensuite, j'aimerais juste répondre sur la question de la dette. Je suis désolé, je reviens à un point avant, mais moi j'ai quand même un point assez arrêté là-dessus. Parce que nous, on a une position qui est assez nouvelle en fait dans ce milieu. Hein. C'est assez novateur d'avoir des distributeurs sur différents. Alors, il y avait les agences de voyage, oui, mais sur le web, évidemment, on entre dans une dimension tout à fait différente. Le marché, il peut se diviser en 3 strates, en gros. Il y a le réseau, un RFF en France, il y a des BNet en Allemagne. Bon, ça, c'est pour moi de l'aménagement du territoire, typiquement. Il y a des opérateurs qui roulent dessus. Malheureusement, le problème est qu'il y a toujours eu un opérateur. Et il y a des distributeurs qui viennent se rajouter au-dessus, qui n'existaient pas avant. La problématique qu'on a, nous, c'est que depuis toujours, on a vécu dans un monde où réseau, opérateur, distributeur étaient les mêmes. Avec une confusion qui est toujours donnée aujourd'hui. Typiquement, un opérateur DB, un opérateur SNCF, va dire « moi, je suis à la fois opérateur et à la fois opérateur de réseau ». C'est d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous, on pense, vraiment sincèrement, et d'ailleurs ces strates-là se retrouvent dans plein de marchés, se retrouvent dans le marché de la télécommunication. À chaque fois qu'on a un flux, on a un réseau, l'Internet typiquement. Voilà. Et nous, on pense que tous les investissements publics d'aménagement du territoire et justement de choix de société, vous avez parlé de choix de société, doivent aller dans le réseau. Et c'est pour ça qu'on milite, nous, vu notre position. En fait, le problème, c'est que c'est un marché très technique, donc peu de gens le comprennent, et nous, on commence à le comprendre assez bien. On milite, nous, pour un opérateur de réseau public, peut-être déficitaire, c'est pas le problème, parce que c'est un problème d'aménagement du territoire et donc de choix de société, et des opérateurs au-dessus de ce réseau, complètement séparés du réseau. Et c'est ce qui commence... Enfin, en fait, c'est une solution qui est inévitable. Envie de dire. J'aimerais rendre la parole à Sophie, puis la redonner à Emmanuel. Donc je vais vous demander de répondre très rapidement, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes. Donc moi, je partage totalement ce que vient de dire Jean-Daniel sur la partie, sur le fait qu'effectivement, le financement public doit aller sur les infrastructures. C'est ce que j'ai essayé de dire peut-être de manière trop complexe tout à l'heure. Et qu'effectivement, les opérateurs doivent principalement se financer par les recettes commerciales, par la vente de leurs services. La petite difficulté, c'est que même comme ça, avec le niveau d'effort public qui est consenti aujourd'hui sur les réseaux, les modes lourds en France, ça ne fait pas complètement la maille pour les transports du quotidien, compte tenu du niveau du panier moyen sur les transports du quotidien. En revanche, pour les TGV, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Après, si je rajoute une couche de distribution, ah si ? Ah bah bien sûr que si. Le TGV, c'est très simple. Le TGV, il se finance complètement, investissement compris, le service TGV, par les produits commerciaux, c'est-à-dire par le prix du billet que vous acquittez. De ça, 30%, 35% en réalité, quand vous payez 100, d'accord, il y a 35 qui part pour aller financer sous forme de péage un bout de l'infrastructure, pour aller subventionner l'intercité que vous prenez pour aller de Strasbourg à Lyon, par exemple, et donc en réalité, et pour financer quelques éléments de services de type gare, etc. Donc aujourd'hui, avec votre 100 de billets de TGV, vous financez complètement le service TGV et vous financez une partie des autres services de train qui, eux, ne sont pas structurellement rentables compte tenu de leur modèle économique. Moi, la question que je pose, elle est assez simple. Moi, je vois bien pourquoi est-ce que les distributeurs devraient avoir une couche supplémentaire. Hein. C'est le modèle de l'hôtellerie. Globalement, vous tous, nous tous, on n'est pas prêts à payer plus cher notre billet de train aujourd'hui. D'accord ? Donc le prix, il est fixe. Le distributeur se sert au passage
hein, et je vous redis au départ, je vous rappelle la marge d'EBITDA qui est inférieure à 10%. Donc si on appliquait au système du transport public le niveau de marge qui est pratiqué aujourd'hui par un Hotels.com ou un Booking sur le marché de l'hôtellerie, ben juste il n'y a plus personne derrière. Une fois qu'on a servi ce niveau de marge qui est de l'ordre de 10 à 20%, hein, il n'y aurait plus personne derrière. Et après, vous rémunérez le transporteur et à la fin, vous rémunérez l'infrastructure, ou plus exactement, vous demandez aux contribuables de la rémunérer. C'est ça le problème. La vraie question est quel est le niveau que nous sommes prêts collectivement à payer pour nous déplacer physiquement. Et là, aujourd'hui, on est habitué à avoir un niveau de prix, et heureusement, et c'est heureux, comme le disait Emmanuel, c'est une liberté fondamentale que c'est de pouvoir vaquer à ses occupations et se déplacer. On est habitué à acquitter une contribution relativement faible. Donc le modèle économique en découle. Et puis il y a des effets réseau, des effets d'économie d'échelle, qui fait que si on coupe le système en petits morceaux, il est absolument certain qu'on ne sera plus capable que de servir des niches extrêmement spécifiques et qu'on abandonnera complètement la vocation d'aménagement du territoire. J'en termine par la question justement que je posais. Hein. Moi j'étais très interrogative sur la dernière planche, là, attention à la dette infrastructurelle. Où en gros, moi je comprends qu'on dit qu'il faut arrêter d'investir dans des infrastructures de transport public, en particulier de mode lourd, parce que si on laisse faire les nouveaux opérateurs, les Google Cars, les Tesla et tout ça, ça suffira tout à fait à servir les besoins de mobilité, y compris dans les mégalopoles de 10 millions d'habitants et plus. Et là, juste, moi, je ne comprends pas. Vous avez parfaitement raison de ne pas comprendre, parce que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc je vais essayer de vous répondre et de redéfinir mon point. Le fait même que vous compreniez ça montre en fait le problème de sujet qu'on a. C'est que vous pensez qu'infrastructure s'oppose à service. Alors juste, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui Amazon opère une infrastructure géante, que ça ne les empêche pas de considérer cette infrastructure comme une commodité. Et en fait, il est là le sujet. Ma slide vise simplement à rappeler qu'ayant une longue tradition de passion pour les infrastructures en France, on a oublié les usagers. L'exemple du Wi-Fi est pas mal, je ne le connaissais pas, mais on en vit tous dans sa vie quotidienne. Et donc le sujet, c'est est-ce qu'on va commencer à investir dans la couche service et dans la couche usager autant et aussi structurellement qu'on le fait dans la couche infrastructure de façon traditionnelle en France. Et c'est ça le sujet. C'est à vous de le rendre rentable en fait. Oui, Nicolas, une dernière question, puis je passerai la parole à nos invités une dernière fois pour qu'ils puissent s'exprimer, sachant qu'on n'aura évidemment pas tout traité, j'en suis désolé. Je voulais apporter une précision sur cette notion de dette infrastructurelle. En fait, il y a une théorie dans la Silicon Valley où il y a beaucoup d'innovations dans la santé, dans l'éducation, dans des domaines qui relèvent normalement dans les pays développés de la puissance publique. Et la théorie dit que si la Silicon Valley est particulièrement dynamique, c'est parce que les pouvoirs publics américains sont tellement à la masse dans l'opération de ces activités qu'il y a un boulevard qui s'ouvre aux gens qui veulent essayer de faire mieux. Et c'est un peu ça l'idée de la dette infrastructurelle. C'est de même que l'Afrique nous dépasse dans le paiement mobile parce qu'ils ne sont pas prisonniers d'une infrastructure téléphonique traditionnelle et que les opérateurs sont prêts à investir beaucoup plus dans une infrastructure à l'état de l'art. La question, c'est que le numérique, une fois qu'on réussit sa couche de service pour les usagers, ça fait rentrer dans une boucle de rétroaction qui rétroagit sur l'infrastructure. Il faut être prêt à remettre à niveau l'infrastructure beaucoup plus souvent. Si on cherche d'abord à amortir l'infrastructure qu'on a déjà construite, on laisse passer toutes ces vagues d'itération et on se prive des rendements croissants que permettent le développement de couches de services par-dessus. Le seul sujet, c'est que je ne vois pas comment le numérique permet aux gens le seul sujet, hein, c'est qu'on est en train de parler de déplacement physique, de personnes. Oui. Et j'ai toujours pas compris, sauf la téléportation, et à ce moment-là, c'est Harry Potter, c'est vachement plus rigolo. J'ai toujours pas compris comment le numérique permet aux gens de déplacer physiquement un nombre très important de personnes. C'est pour ça que je pense que je partage, hein, il y a un sujet là, je partage totalement le point d'Oussama qui a dit à vous de le rendre rentable, mais la réalité est têtue. Et donc, pour transporter physiquement des gens, il faut des routes. Ne serait-ce que pour faire rouler une Google Car, il faut que des routes soient construites par quelqu'un et financées par quelqu'un. Il faut des rails. Il faut des zones pour du transport, des bus en site propre. Bref, il faut du dur. Alors, peut-être qu'elles sont trop chères, nos infrastructures. Peut-être qu'on est trop sophistiqué. Tout ça, je veux bien l'entendre. Mais quand même, je n'arrive pas à comprendre complètement comment dire qu'on peut produire du
transport, du déplacement, des moyens de déplacement de personnes, uniquement en se concentrant sur la couche de service et sans réfléchir aux moyens de déplacer ces personnes, y compris à la base physique nécessaire pour les déplacer. De même que Amazon opère de la logistique, c'est-à-dire des entrepôts, des flottes de camions, c'est simplement la mise sous tension de ces activités physiques par les activités numériques et l'enrôlement des utilisateurs par une couche de services extrêmement développée qui fait qu'on met les utilisateurs au travail et qu'on commence à générer des rendements croissants qui rendent plus facile d'amortir les infrastructures physiques. C'est là l'enjeu crucial de développement de la couche de services, c'est que ça libère ça évite d'être emporté par le fond, par son infrastructure qu'on n'arrive plus à maintenir, parce que ça dégage de la marge supplémentaire. Encore faut-il s'en occuper à la hauteur... Juste ce que j'observe, c'est que dans toutes les villes qui se développent aujourd'hui, elles investissent d'une manière ou d'une autre dans des couches d'infrastructures qui ressemblent furieusement, sauf qu'elles sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus state of the art, à celles dont on a la chance de bénéficier dans l'Europe développée. Donc c'est juste ça, je ne l'ai pas encore vu. Ça marche pour Amazon et les paquets, ça marche moins pour les personnes. Alors, il y a énormément je suis très frustré parce qu'il y a énormément de réactions intéressantes sur le FIG. Je vais tout de suite, puisque je m'y suis engagé, laisser Emmanuel répondre sur le Wi-Fi dans le métro. C'est revenu, on ne voit plus dans le FIG, dans le flux, c'est revenu de façon très récurrente depuis la salle. Aussi bien d'ailleurs le service Wi-Fi que, au fond, la personnalisation de l'expérience, en tout cas le fait d'être capable d'offrir une expérience plus personnalisée à vos clients et à ceux que vous transportez. Emmanuel. Non, mais je trouve que je vais faire court, mais je trouve que c'est un excellent exemple justement de comment sur des infrastructures anciennes, historiques, qui parfois ont plus d'un siècle, on essaye d'apporter des services numériques à la pointe. Le choix qu'on a fait sur la connectivité pour le métro et les RER à la RATP, c'est celui de la 3G, 4G. On a fait un choix en 2000 qui est celui de la 2G. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une innovation très forte, puisque connecter sur un réseau qui existait déjà et mettre une infrastructure antennaire 2G, c'était un choix assez audacieux qui finalement a marché. Et on a fait ça avec les opérateurs télécoms. Bon. Il faut savoir qu'effectivement, quand on va voir les réseaux asiatiques qui sont déjà en 3G, 4G, la plupart d'entre eux ont one shot dès le départ, c'est from scratch, donc c'est plus facile. L'investissement est prévu dès le départ et on peut faire ça comme ça. Bon. Là, notre sujet, c'était comment mobiliser les opérateurs télécoms à qui on considère que c'est leur responsabilité d'apporter un service de la même nature que sur la voie publique, d'apporter dans nos espaces un service 3G, 4G avec la même qualité. Bon. Arriver à les mettre autour de la table, arriver à les motiver pour dire vous devez investir et arriver à dire vous devez partager un minimum d'infrastructures techniques pour que ça marche, je peux vous dire qu'il faut un petit peu de temps, un petit peu de salive pour qu'on arrive à les convaincre. Mais au bout du bout, notre engagement, celui qu'on a pris, c'est que d'ici 3 ans, on arrive à généraliser sur la totalité du réseau la 3G et la 4G. Bon, c'est un enjeu technologique fort, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on modernise des infrastructures de transport historiques qui transportent beaucoup de monde et qu'on les met à la page en termes numériques, parce qu'on revient à la question de comment on rend le temps utile, comment on se connecte à un certain nombre de choses qui, à titre personnel, sont importantes, comment on le fait pour des raisons de loisirs, pour des raisons de travail, etc. Donc je pense qu'on arrive à travers des éléments comme ça, à la fois à concilier des objectifs financiers avec des objectifs qui sont ceux recherchés par les citoyens dans la mobilité, c'est-à-dire optimiser leur temps de trajet, leur temps de déplacement et avoir une expérience utile. Après, honnêtement, je pense que chaque expérience et chaque infrastructure sur ces questions de connectivité a des modèles propres et encore une fois, ça suppose aussi des partenariats avec d'autres acteurs et les opérateurs de transport ne peuvent pas faire ça seuls. Un mot de conclusion ? Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que je suis intimement convaincu que pour des opérateurs de transport, le numérique est un formidable levier, que c'est un levier, comme je l'ai dit, qui va favoriser l'optimisation des choix individuels sur la multimodalité. Mais derrière, ça suppose 2 choses à mon avis. Ça suppose qu'on ait une vision plus globale de la mobilité. On a encore des visions, notamment en France, en matière de gouvernance, qui sont très cloisonnées en matière de mobilité. Et on a vu un certain nombre de choses dans les slides de présentation qui sont très enthousiasmantes, mais qui me paraissent un peu déconnectées de la manière dont la gouvernance globale de nos systèmes aujourd'hui sont là, mais justement peut-être que ça va les faire progresser. Et deuxièmement, je pense qu'en termes de management de services,
on a là la possibilité de vraiment franchir un cap dans des entreprises très industrielles, comme les nôtres au départ, et d'aller vers une vraie problématique de service, vers une prise en compte du client grâce au numérique. Moi, c'est ma conviction. Sophie, un mot de conclusion. 3 idées. Hein. La première, c'est que oui, clairement, les opérateurs de transport traditionnel, transport public traditionnel que nous sommes, on est en retard en termes de révolution digitale et on est en train d'essayer de rattraper notre retard. Et ce n'est pas par hasard qu'on vient de demander à Yves Tirode de devenir Chief Digital Officer du nouveau groupe SNCF pour vraiment essayer de rattraper et de complètement refondre notre couche de service client et en même temps nos process industriels à la lumière des technologies digitales. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est sûr. Deuxièmement, c'est mon principal message, le modèle économique du transport public, il est fragile. Et donc, en réalité, raisonner sur le transport public comme on le fait sur d'autres commodités qui font appel à des infrastructures qui sont moins coûteuses, moins physiquement lourdes, c'est à mon avis, ça a évidemment de l'intérêt, mais ça ne peut pas, le parallèle ne peut pas aller à son terme. Et donc, il y a à réfléchir sur 2 sujets qu'on n'a pas tellement abordés, qui est effectivement comment est-ce que je rajoute à ce modèle économique en fait des activités complémentaires. Alors il y a effectivement la valorisation des données, finalement tous les services complémentaires que l'on peut apporter à des clients connectés lorsqu'ils sont transportés. Et puis la bonne vieille gestion d'actifs, immobiliers en particulier, c'est ce que font très bien les compagnies asiatiques, c'est ce que font les compagnies américaines, et c'est précisément pour ça que le groupe SNCF est en train de se doter d'une activité immobilière dont je pouvais prendre la charge, avec cette idée qu'en fait c'est la gestion d'actifs, que ce soit des actifs dématérialisés ou des actifs vraiment physiques immobiliers, qui peut contribuer à conforter le modèle. Dans les gares. Pas seulement. Quand on offre un service de transport, on offre des capacités, on agrège en fait, on fait monter la valeur de la zone qui est ainsi desservie. Et il n'y a pas de raison que cette rente immobilière, d'une manière ou d'une autre, ne puisse pas venir indirectement servir le financement de l'offre de transport elle-même. C'est vieux comme le transport. Ouais. Voilà. Troisième sujet, on n'en a pas parlé non plus, c'est le digital est aussi, à mon avis, une formidable manière, et là je reviens plus sur un registre de politique publique, de repenser complètement la connaissance des flux à l'échelle d'une aire métropolitaine et son organisation en intégrant les offres de mode lourd et toutes les offres de déplacement collaboratifs ou partagés, dont on a parlé dans l'exposé au début, qui sont rendus possibles par le digital. Et là-dessus, juste un appel, on a parlé des Français versus le reste de la scène digitale internationale. Honnêtement, alors qu'on a été des super bons modélisateurs, des super bons planificateurs urbains, nos labos sont complètement en retard. Il n'y a pas aujourd'hui dans les instituts de recherche français, à connaissance en tout cas à l'échelle francilienne, il n'y a pas de labos qui sont en train de produire un modèle dans lequel on intégrerait le multimodal à l'échelle francilienne, et pour se dire, effectivement, là je rajoute une ligne de métro du Grand Paris, ça veut dire quoi si je rajoute une voie supplémentaire sur la 1 au nord de Paris, et comment est-ce que je plug là-dessus mon offre de transport partagé, et on n'a pas du tout modélisé en réalité finement l'offre de transport à l'échelle d'une aire métropolitaine comme celle de Paris, et les impacts que tous ces éléments d'offre peuvent avoir. Et ça, le digital peut nous permettre de faire un saut fabuleux de connaissance fine de ces déplacements et du coup de modélisation du fonctionnement d'une aire urbaine comme celle-là, avec tous les développements qu'on peut imaginer en termes de services, de mise en relation. Donc là aussi, des enrichissements potentiels en termes de modèle économique très intéressants. Okay, un appel du pied. Jean de Liague, un mot de conclusion. Ouais, j'aimerais rebondir sur 2 choses. Déjà, Emmanuel, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit en conclusion et qui est vraiment typique justement en fait des grosses entreprises. Vous avez dit le numérique est un levier pour nous, pour la suite. Et pour moi, c'est là qu'on voit la différence culturelle en fait dont avait parlé Oussama. Pour moi, ça n'a quasiment aucun sens de dire ça. C'est un peu comme dire si je vous disais l'écriture est un formidable levier pour notre entreprise parce qu'on peut écrire. Et pour nous, en fait,
le numérique n'a pas de sens en soi. On ne va pas rajouter un numérique à un moment dans l'entreprise et puis de se dire ça va être un levier parce que ça va nous apporter. Pour nous, c'est là la grosse différence culturelle, c'est qu'on ne parle même pas de numérique en fait. Tout est là, quoi. Tout existe et si on doit utiliser un papier ou si on doit utiliser un ordinateur pour faire ce qu'on doit faire, on fera ça, quoi. Et la deuxième chose, c'est, je vais revenir sur cet aspect de transport public où c'est important en fait dans l'expérience d'achat, évidemment c'est mon point de vue distributeur, mais dans l'expérience d'achat, on avait toujours eu des transporteurs qui pensaient en termes d'ingénierie, ce qui était important, c'est pour ça qu'on a des grosses entreprises françaises qui marchent très bien et qui se développent très bien à l'international et qui savent très bien utiliser la concurrence qui existe à l'international. Et je pense qu'intrinsèquement, dans leur ADN, les transporteurs publics veulent vraiment faire du transport. Et du coup, les distributeurs peuvent apporter quelque chose en termes d'expérience d'achat, en termes de continuité. Typiquement, vous parliez d'intermodalité, il y a quand même pas mal de gens, évidemment, qui travaillent là-dessus. Et c'est important de vraiment se poser la question de savoir ce qu'est le réseau, ce qu'on veut faire, comment on place les opérateurs là-dessus. Est-ce qu'avoir un opérateur public a du sens ? Je pose ça comme ça. Et comment les distributeurs interviennent là-dessus. Par exemple, et je rebondis sur la chose qu'a dit Sophie, en disant on est en train de valoriser les gares, on est en train de faire quelque chose d'important pour financer toute cette économie. Pour moi, ça me choque fondamentalement de me dire qu'un opérateur va s'occuper du réseau et va le valoriser. Pour moi, c'est vraiment complètement deux choses différentes. Pour moi, les gares, effectivement, devraient être valorisées. Elles devraient être bien mieux valorisées. C'est ce qu'est en train de faire, évidemment, en toute logique, la SNCF ou la Deutsche Bahn en Allemagne. C'est exactement la même chose. Mais tout l'argent, tout ce qui est généré par ces gares et par cette infrastructure et par ce réseau doit revenir au réseau uniquement, qui doit décider après de la politique et de la politique de transport public derrière. Et les opérateurs ensuite doivent intervenir sur ce réseau de manière complètement séparée et de manière complètement indépendante. Voilà, il reste beaucoup de débats. Je crois qu'on a eu une soirée très très riche et merci infiniment aux uns et aux autres d'y avoir participé.